Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors vraiment, j'ai dit dans le sujet du cours, les secrets d'un couple qui dure. Et vraiment, on va pas donner tous les secrets d'un couple qui dure, mais on va donner quand même le cœur du secret d'un couple qui dure. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même nous raconte ça. On a vu la semaine dernière, Parashat Bereshit, première parashat de la Torah, Dieu crée le monde et l'humanité. Sauf que si on regarde juste l'histoire, on voit que ça se passe pas très très bien entre Dieu et le monde. Dieu, premier jour, crée le ciel et la terre, on commence, on construit, on construit, on construit. Dernier jour, sixième jour, 10 heures du matin, Hachem décide de créer Adam et Chava. Il a décidé de créer avant, mais là, le vendredi matin, il crée Adam et Ève. Quelques heures plus tard, il a dit tu peux manger de tous les fruits de tous les fruits du jardin, tous les fruits du monde. Il y en a un que tu peux pas manger, lequel il mange. C'est celui-là. Il se fait expulser du jardin d'Éden. Donc première expérience. Mais bon, ça continue. On va nous raconter, on va revenir un petit peu là-dessus, on n'avait pas la semaine dernière, de l'épisode où l'homme et la femme vont être séparés, la création de la femme, d'une certaine manière. Bien qu'elle ait déjà créée en partie de l'homme, elle va être séparée de l'homme, on va en reparler. Et ils vont avoir des enfants. Au Hachem, vous savez, ça se passe bien. Ils vont avoir des enfants, ils vont remplir le monde, tout est bien. Sauf que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a Caïn qui va tuer son frère Abel. Encore un échec. À tel point que Adam va se séparer de sa femme. C'est-à-dire, nous on est là pour venir, Hachem nous a dit Pérou ou vous, reproduisez-vous et multipliez-vous. Et on est pas en train de se multiplier. On crée un système, qui est un système chaotique, qui s'autodétruit. Bon, il va quand même avoir une continuation. Il va avoir un autre enfant. Caïn va avoir aussi une descendance. Et on a l'impression que le monde enfin commence à prendre forme. Il y a de plus en plus de monde. Les gens ont des enfants, ils créent des familles, ils vont créer des villes. Sauf qu'ils vont arriver à un moment, à un point de non-retour, où Hachem va décider de détruire l'humanité. Et ce qui est intéressant, c'est que juste après, quand on va recréer l'humanité avec Noir, il va, juste après, dans la même paracha, on va voir que l'humanité nouvellement recréée va décider de faire quoi? De monter un projet commun pour se rebeller contre Hachem. Ils vont leur faire une tour à Babel pour monter dans les cieux, pour faire une guerre contre Dieu. Donc imaginez dans un couple, si le mari vient avec tous ses potes pour dire on va faire la guerre à ma femme, c'est pas le couple le plus stable et solide et sain du monde. Et n'empêche que là, Hachem ne détruit pas l'humanité. La question que je voudrais vous poser ce soir, c'est qu'est-ce qui fait que quand la relation bat de l'aile entre Dieu et les hommes, Hachem va dire c'est pas grave, on continue. Et à un moment, Hachem va dire stop, on peut plus. Il y a des couples, les couples ont des crises. On ne vous souhaite pas, on ne se souhaite pas, mais dans toute relation humaine, il y a des moments où ça va bien, des moments où ça va moins bien. Il y a des hauts et des bas. D'ailleurs, c'est une des choses essentielles pour que quelque chose puisse perdurer, de savoir si on est une phase haute ou une phase basse. Comme un business. Si moi je ne sais pas me rendre compte, je ne sais pas regarder quel est l'environnement qui est autour de mon business, alors mon business ne peut pas durer. Si en période de récession, je pense que tout va bien et j'investis, mais les gens n'ont pas d'argent pour acheter mon produit, alors j'investis et j'aurai pas de retour et ma boîte va couler. Et si quand ça va très bien, je pense que je dois garder mon argent, j'ai peur d'investir, je ne vais pas pouvoir faire grossir ma société pour pouvoir faire face à une grande récession. C'est la même chose dans un couple, c'est la même chose dans les relations humaines. Donc il faut savoir quels sont les enjeux de ce qu'on est en train de vivre. Mais il y a des hauts et des bas. Donc il y a des couples qui ont des hauts et des bas, et il y a des couples qui divorcent. Qu'est-ce qui fait qu'un couple, une relation, on arrive à la séparation totale? Parce qu'on voit un exemple où Hachem va essuyer un petit peu des échecs dans sa relation avec l'homme, si on peut parler ainsi de la relation avec Hachem, mais clairement ça marche pas bien. Et pourtant ça continue. Mais il va y avoir un point où Hachem va dire stop.
Et juste après, il va décider de recréer l'humanité sur des bonnes bases. Quelles sont ces bases? C'est Noir. Il va prendre Noir. Il va prendre Noé. Et avant de recréer l'humanité, il va le faire passer dans une arche avec tous les animaux du monde. Il va devoir s'occuper de tous les animaux. Et ensuite, il va venir, il va refaire une alliance avec Noé. Et là, il va dire quelque chose de très étonnant. Je suis désolé, je vais mettre des petits papiers pour voir, pour pas avoir à chercher. Excusez-moi. Vakimoti et Beriti itechem. Je vais faire une alliance avec vous. Velo ikaret kolbasa od. Et je ne reproduirai plus ce que j'ai fait en divorçant de l'humanité. Donc là, Hachem va dire, j'ai fait une alliance, comme quoi notre relation va toujours perdurer. Mimé à Maboul, Velo od, Maboul le shachet arrête, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Veomer Elohim, Zot ot aberit. Voici le signe d'alliance. Asher aninoten beni wenechem, que je mets entre moi et vous, ou ben kol nefesh chaya, avec toutes les créations, Asher eterem de retour là. Et kashti natati beranan. Je mis mon arc-en-ciel dans le ciel, dans les nuages. Verital et od berit beni uvenaret, et ceci sera le signe de l'alliance qui est entre moi et la terre. Donc, je posais deux questions très simples. On a en face de nous une relation, deux parties, à ma droite, Hachem, à ma gauche, l'humanité. Cette relation, on va voir un exemple de cas où Hachem, qui a pris, s'y connaît pas mal en relation de couple, décide que la relation ne peut plus continuer. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette relation ne peut plus continuer? Et deux, quand Hachem va devoir recréer une relation avec le couple, je dis maintenant, je vais recréer cette relation sur une base qui fait que cette relation sera éternelle. Et il fait deux choses. Premièrement, il va faire une formation de couple à l'autre partie. Il va prendre Noir, il aurait pu dire je détruis tout le monde, il claque des doigts, il n'y a plus personne, il reste que Noir. Non, Noir va devoir passer un processus dans l'arche. D'accord? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui Adrat Ratanim. C'est les cours de préparation au couple, au mariage. Ça, Noir va devoir passer par ça. Et ensuite, il va donner le signe d'alliance. Donc il y avait une alliance, comme quoi il ne va plus jamais briser la relation. Et il va donner un signe à cette alliance, c'est quoi? C'est l'arc-en-ciel. Donc on sait une chose, que quand on donne un signe pour savoir quelque chose, a priori, il doit y avoir un lien entre la chose et le signe. Il aurait pu prendre n'importe quoi, Hachem. Okay, il n'y avait pas d'arc-en-ciel avant. C'est-à-dire que Hachem a créé quelque chose de nouveau pour venir symboliser l'alliance qui existe entre lui et l'humanité. Ça, cet arc-en-ciel, c'est l'assurance d'une relation qui, même si elle va connaître des hauts et des bas, va pouvoir perdurer dans la durée et jamais se briser. Et ça s'appelle comment? C'est l'arc-en-ciel. Alors ça, c'est une petite question que je voudrais vous poser. Donc on a dit trois questions. Pourquoi est-ce que Hachem voit qu'il n'y a plus de relation à un certain moment? Deux, quelle est cette formation que va passer Noir pour essayer d'aller au-delà de ces problématiques? Et trois, en quoi l'arc-en-ciel est une assurance d'une relation qui va perdurer? Ça vous va comme programme? Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris parce que c'est Hachem lui-même qui vient nous dire quelles sont les bases d'une chose qui va tenir. Donc si on écoute ce qu'Hachem nous dit, a priori, on a le meilleur psychologue de couple, d'accord, le meilleur conseiller conjugal pour pouvoir créer une relation sur des bases qui sont des bases solides. Alors, comme je vous posais, c'est quoi un couple? C'est quoi un couple? On a lu la semaine dernière, chose d'assez étonnante. C'est pas clair dans la Torah. On a parlé dans le cours la semaine dernière, mais au fond, c'est pas clair. A priori, quand on raconte l'histoire peut-être aux enfants, je sais pas, je me souviens plus, mais a priori, Dieu crée Adam, crée l'homme, et après il va lui prendre une côte et va créer avec ça Chava. Sauf que la Torah nous dit Zachar nekeva bera'am. Quand il crée l'homme, quand Hachem crée l'homme, il le crée mâle et femelle. Alors là-dessus, le Talmud s'interroge, qu'est-ce que c'est-à-dire qu'il a été créé mâle et femelle? Mais le Talmud, d'après un certain avis, on va rester là-dessus pour rendre l'image plus facile, que
il a créé un homme qui était un homme siamois. D'un côté, il y a monsieur, tu tournes, et il y a madame dans son dos. Et pourtant, Dieu vient, prend cette créature, je sais pas dire, l'homme, homme-femme, et va dire Lotov eheyot Adam levado. Comme vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, et pour les autres, voilà. Hachem, après chaque jour de création, va dire ça c'est bien. Tov, va dire qui Tov, il voit que c'est bien, il voit que c'est bien, il voit que c'est bien, il voit que c'est bien. Quelle est la première chose qui n'est pas bien de toute la création? C'est que l'homme soit seul. Alors, la semaine dernière, on a expliqué quelque chose. Mais si on regarde, a priori, l'homme n'est pas vraiment seul. Parce que l'homme a été créé avec sa femme. Donc il n'est pas seul. Il a déjà une femme. Sauf qu'elle est accrochée à lui. Tout le temps. Il va aller au cinéma. Je ne sais pas comment il s'arrange pour arriver à voir les deux en même temps. Mais ils y vont ensemble, ils vont voir les mêmes films. Pas le choix. Il va faire les courses. Il va aller au foot. Madame doit aller au foot. Elle a un truc, elle va voir sa mère, il est obligé de venir. Il n'y a rien à faire. Ouais, il n'avait pas de mère, donc peut-être c'est pour ça que c'était pas si problématique. Mais quand même. Donc, ça c'est la création juste avant. Et pourtant il dit ça s'appelle être levado, ça s'appelle être tout seul. Ça s'appelle être tout seul. Et là Hachem va faire quelque chose. Il va endormir Adam, qui est en fait homme et femme en même temps, et va les couper en deux. Il va les séparer. Et comment il appelle ça? Eselo Ezer Kenegdo. Je lui ferai une aide en face de lui. Vient le Ramban et nous dit la chose suivante, quelque chose de magnifique. Il nous dit, c'est quoi, je lui ferai une aide en face de lui. Une aide, il avait déjà sa femme. Mais maintenant, au lieu qu'elle soit dans son dos, je vais la mettre en face de lui. Nous dit le Ramban, deux objectifs. Premier objectif, qu'il puisse la voir, qu'il puisse créer une relation. Parce qu'avant, il se tournait toujours le dos. Et deuxième objectif, de les séparer pour qu'ils puissent faire le choix de s'unir. Comme ça nous dit Rambam. Et ça, quand Adam voit ça, Adam dit, cette fois, c'est elle que je cherchais. Elle est la chair de ma chair. Donc elle fait partie de moi-même. Elle nous dit la Torah. La Torah, évidemment, va faire une aparté. Elle est en train de nous raconter une histoire, sort de l'histoire, et elle nous dit c'est pour cela que l'homme devra quitter son père et sa mère pour s'unir avec sa femme et ne faire qu'une seule chair. Comme ça, la Torah nous raconte. Et là, dernière chose, Adam va regarder cette femme et dire, Adam a donné du nom à toutes les créatures, il va voir Chava, il va dire, je décide de l'appeler Isha. Moi, je m'appelle Ish, et elle est moi en féminin. Elle est moi en féminin. Quand on dit, on regarde dans la Torah, il dit, si tu regardes, la femelle des animaux n'est pas appelée par le nom mâle avec un hé à la fin. Un taureau, ça se dit shor. Une vache, ça se dit pas shora, ça se dit para. D'accord? Même chose sur tous les animaux. Alors, aujourd'hui, on a plus d'animaux, mais fondamentalement dans la Torah, c'est un Kodesh, c'est pas juste l'homme, sa femme, c'est sa moitié. Et elle est sa chair de sa chair. Pourquoi nous disent les commentaires? Parce que chez les animaux, vous savez, chez les animaux, un chien, d'accord, il crée pas. Il n'y a jamais eu papa chien, maman chien et les petits bébés chiens. Ça, c'est dans les dalmatiens, c'est peut-être comme ça, d'accord. Mais dans la vraie vie, il n'y a pas de papa chien, maman chien. Papa chien, il va voir maman chien le temps qu'il a besoin d'aller faire des petits chiots. Et une fois qu'il a fini de faire ce qu'il a à faire pour faire des petits chiots, il va voir la sœur, la cousine, la mère, la fille de maman chien sans aucun problème. D'accord? Je ne veux pas parler des mêmes crûment, mais il faut comprendre que dans les règnes animales, il n'y a même pas de problématique de parents, même, encore une fois, on a vu Walt Disney, etc., on a vu des choses, donc ça, mais dans beaucoup de cas, il n'y a même pas de problématique que les chiots deviennent papa chien avec leur propre maman chien. D'accord? Parce que ça n'existe pas ces relations familiales. La Torah nous dit, chez les êtres humains, ça ne marche pas comme ça. Le jour du mariage, l'homme va donner un anneau à sa femme, il va lui dire quoi? Areat meku deshet li. Tu m'es sanctifié. C'est quoi tu m'es sanctifié?
Tu mets sanctifié, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, tu pouvais te marier avec qui tu voulais. Mais maintenant, par l'acte du mariage, nous actons le fait que tu n'es pas une femme parmi d'autres, mais tu es ma côte à moi. C'est de moi que tu as été pris, tu es ma moitié. Et si tu es ma moitié, alors tu ne peux pas la moitié d'un autre homme. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle l'interdit d'une femme, une femme qui est mariée, ne peut pas décider d'aller se marier avec un autre homme. Et que ce soit chez les juifs ou chez les non-juifs, indépendamment de ça. Alors va voir quelqu'un, va voir une tata. Alors. Et donc ça s'appelle le mariage. Donc le mariage c'est quoi? Le mariage, c'est que Hachem a créé une distance, a créé une séparation entre l'homme et la femme, qui sont fondamentalement les deux moitiés d'un tout. La femme n'est pas une femme parmi d'autres, et l'homme n'est pas un homme parmi d'autres, mais l'épouse est la côte de son mari. À tel point que vous savez, il y a un jour qui dit j'ai pas été vérifié cette halakha, je dis souvent que je l'ai vérifié dans la halakha, mais en tout cas la chose suivante. Mais vous savez, avant de boire quelque chose, il faut faire une bracha. Et pour avoir une bracha, qu'est-ce qu'il faut avoir sur la tête, les messieurs? Une kippa. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai pas de kippa? Alors, est-ce que je peux prendre ma main et la mettre sur la tête? Non, pourquoi? Parce que j'ai aussi des cheveux sinon sur ma tête. Mais ça marche pas. Par contre, est-ce que je peux demander à Raphaël de mettre sa main sur ma tête? Oui, parce qu'il n'est pas mes cheveux. D'accord? Mais est-ce que je peux demander à ma femme de mettre la main sur ma tête? Pourquoi? Ishto kegufo. Sa femme, c'est son corps. Au fond, il faut bien comprendre une chose, que quand il y a une union dans le couple, qu'est-ce qu'on est en train de recréer? On n'est pas en train de recréer quelque chose d'artificiel de deux personnes qui décident qu'ils vont vivre l'un à côté de l'autre. On est en train de dire, mon épouse est la chair de ma chair. Elle est une partie de moi, elle a été séparée, et maintenant je ne fais que me réunir avec une partie de moi qui m'a été retirée ou mise en distance. Donc, le mariage c'est quoi? L'invention d'avoir séparé l'homme et la femme, c'est pour leur permettre de rentrer dans une relation de mariage, qui est une relation dans laquelle on va décider de se réunir. D'accord? C'est clair? Maintenant, il y a un très beau commentaire, récemment vraiment quelque chose de très joli. C'est quoi une alliance? Ok, un mariage c'est une alliance. On donne aujourd'hui, on appelle ça en français une alliance. D'accord? Alors, dans la Torah, on a un exemple d'alliance qui a été faite, il y en a plusieurs. Un exemple d'alliance qui s'appelle l'alliance des morceaux. Brit Ben Abetari, l'alliance des morceaux. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette alliance de morceaux? On va prendre un animal, on va le couper en pièces, on va mettre plein de morceaux de cet animal, et on va devoir passer entre les morceaux de l'animal. Alors j'ai un truc au commentaire, la vérité, je ne me souviens plus du nom du graphe qui avait écrit ça. Qui avait écrit ça, mais c'était très joli. Il posait la question suivante, il disait, je comprends pas. C'est quoi une alliance a priori? C'est que je prends deux individus. Et je décide de les relier. Donc j'aurais dû prendre deux choses distinctes et venir les assembler. Pas prendre une chose et le couper en pièces. Au contraire, l'alliance, ce n'est pas de prendre quelque chose de le séparer. C'est de prendre des choses et de les mettre ensemble. Donc pourquoi est-ce que le symbole de l'alliance, c'est de prendre quelque chose et de le couper en morceaux? Vous comprenez la question, elle est claire ou pas? Vous voulez que je répète ou... Je répète. Le concept d'une alliance, si par exemple je fais une alliance avec Raphaël, on n'était pas ensemble, et bien on va décider d'être ensemble. Donc on va assembler deux choses qui n'étaient pas avant. C'est une alliance, c'est de la colle, une alliance. Donc normalement, pour symboliser une alliance, j'aurais dû prendre deux choses différentes et les coller. Ce qui va représenter notre alliance, toi et moi nous sommes différents et nous nous collons. Et là au lieu de faire ça, le symbole de l'alliance, c'est que je prends une chose et je la coupe en morceaux et je les sépare. Ce qui est exactement le contraire a priori d'une alliance. Alors à côté ce rave il dit quelque chose de très joli, qui va beaucoup nous aider pour comprendre. C'est quoi une alliance? Une alliance, ce n'est pas de dire moi je suis moi et toi tu es toi et maintenant on va décider qu'on va faire un bout de chemin ensemble. Ça s'appelle pas une alliance. Ça s'appelle trouver un partenaire. Une alliance,
c'est de dire la chose suivante. À partir de maintenant, je prends conscience que toi et moi, nous allons former un tout. C'est-à-dire que sans toi, je ne suis que la moitié de quelque chose. Et que toi, sans moi, tu n'es la moitié de quelque chose. Et donc, je ne peux pas exister sans toi. De la même façon que si maintenant on coupe en deux, je peux pas, même si après on recolle, ça risque d'être un peu douloureux. Mais si tu coupes en deux, tu peux pas vivre juste une moitié sans l'autre. Eh bien, faire une alliance, c'est de prendre conscience que maintenant, je suis 100% dépendant de toi pour être. Et c'est pour ça que le symbole de l'alliance, ce n'est pas de prendre deux choses qui existent indépendamment et de les coller, pour faire quelque chose d'artificiel, mais c'est au contraire de dire maintenant je prends conscience, je prends quelque chose qui est un tout, je le divise en deux, et maintenant je dis la moitié pour toi, la moitié pour moi. Tant qu'on est ensemble, il y a quelque chose qui existe, sans toi, je ne suis rien. Et vous savez, c'est que dans la Gemara, dans Yebamot, il y a écrit un homme qui est sans femme, il n'est pas appelé un homme. Ou pour faire un peu moins scientifique, c'est quoi la chanson? Biladaïr. Biladaïr. Ani Hassi Ben Adam. Je suis un moitié d'homme, mais après il continue, il va plus loin. Biladaïr. Ani Betsem Kloum. Je ne suis rien. Je ne suis pas. Parce qu'une moitié de quelque chose, au fond, il y a des choses qui peuvent avoir du sens en moitié. Mais une moitié de quelque chose, c'est rien. Tu peux rien, tu le jettes, une moitié de quelque chose. Au fond, le couple, c'est quoi? C'est une prise de conscience que sans toi, je ne suis rien. Je rentre dans une relation de dépendance totale vis-à-vis de toi. Tant que je ne m'étais pas marié, j'ai l'impression que je pouvais vivre ma vie indépendamment. Maintenant que je suis rentré dans cette relation de couple, j'accepte de rentrer dans une relation de dépendance émotionnelle, affective, dans laquelle je ne peux me sentir exister qu'à travers toi. Ça s'appelle faire un couple. C'est clair? Ça s'appelle faire un couple. Maintenant, je vais vous poser une petite question. Qu'est-ce qui fait, fondamentalement, et ça c'est vrai pour toute relation, c'est vrai pour tout système, d'accord? Qu'est-ce qui fait qu'au fond, un couple, à un moment, va avoir des hauts et des bas, et va décider de dire, on a des hauts et des bas, on va aller voir un conseiller de couple, on va partir en vacances, on va changer, je sais pas, on va aller prendre l'air, et à un moment, un couple décide de dire, écoute, toi tu prends ton chemin, et moi je prends mon chemin. Au fond, il y a toujours deux styles de problèmes dans la vie. Il y a des problèmes qui sont des problèmes ponctuels et des problèmes qui sont des problèmes de fond. On dit c'est quoi un couple? Un couple, c'est une volonté de venir s'unir dans un projet de dépendance vis-à-vis de l'autre. De créer quelque chose qui dépasse moi je suis moi et toi c'est toi. Donc tant qu'il existe cette volonté de s'unir, même si jusqu'à aujourd'hui on n'a pas réussi à la mettre en place comme on voudrait, bah, au fond la volonté est la même que le jour où on est rentré sur la roupa. C'est pas parce que ça nous a pris 2 ans, 3 ans, 4, 10 ans et on se rend compte qu'on n'a pas réussi à mettre en place, à venir concrétiser cette volonté. Si cette volonté est toujours là, bah, on peut toujours reprendre à zéro, apprendre nos erreurs et continuer. Mais si cette volonté d'union n'est plus là, alors le fondement sur lequel le couple repose n'existe plus et chacun prend sa voie. En fait, et je ne suis pas en train d'essayer de parler de quelque chose de sociologique, pourquoi les gens divorcent, je ne sais pas. Peut-être que les gens parfois divorcent pour des bonnes raisons, pour des mauvaises raisons. Mais on va dire, quand on parle que Hachem décide de divorcer de l'humanité, c'est pas parce que il peut plus se voir. C'est quelque chose de profond. C'est quoi quelque chose de profond? C'est qu'au fond, les fondamentaux, c'est-à-dire qu'on a envie de créer quelque chose ensemble, ne sont plus là. Nous n'avons plus envie de créer quelque chose qui nous dépasse, qui s'appelle quoi? Un couple. Je veux plus être un couple. Moi, je vais être moi. L'autre va être lui-même. On n'a plus envie d'être les moitiés d'un couple. Et ça s'appelle le divorce. D'accord? Au fond, il n'y a rien à discuter, il n'y a rien à réparer. Parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans cette relation de couple. Vous savez, quand on fait les Shavuot,
on va dire déjà deux choses. On va faire plusieurs brachot. Une première, on dit Samer Tesamach et Maovim, Began Egen, Began Aiden, Kekede. On leur souhaite d'être heureux comme avant la faute au Gan Eden. C'est-à-dire, on leur souhaite d'être heureux comme l'alliance qui existait entre Adam et Chava. C'est-à-dire, on leur souhaite d'être dans cette volonté de vouloir s'unir. Adam a regardé tous les animaux et a dit c'est pas eux la chair de ma chair. Je ne suis pas prêt à rentrer dans une relation d'union avec les animaux. Je peux avoir un chien. C'est sympa un chien, ça peut être rigolo, il peut m'aider, je peux avoir un bœuf qui va m'aider à travailler la terre, je peux avoir tout ce que tu veux, je peux avoir plein d'animaux qui vont m'aider, qui vont me fournir un service. Mais je ne suis pas prêt à venir dire que maintenant l'objectif de mon épanouissement va passer dans une relation dans laquelle je vais être la moitié d'un tout, d'un couple, avec un chien. Le seul être avec qui je prends conscience que c'est ça que je dois construire, c'est avec Chava. Ça s'appelle un couple qui rentre sous la roupa. Maintenant, on va leur faire une autre bénédiction. On va leur dire Kol Sazon et Kol Simcha, Kol Chatan et Kol Kala. Traduit en français Kol Sazon et Kol Simcha. La voix de la joie et la voix de la joie, ce sont des styles de joie. Sazon et Simcha. Kol Chatan et Kol Kala, la voix du Chatan et la voix de la Kala. Alors là-dessus, souvent les rabbins font un beau Dvar Torah classique, facile ce Dvar Torah. Alors les plus rigolos, ils vont faire les voix. Mais il dit la chose suivante, il dit c'est quoi cette bracha? Alors on dit souvent, après la choupa, la première semaine, la kala, elle a une voix de kala. Bonjour mon mari, que ça me fait plaisir, je t'ai attendu, je t'ai langui, comment c'était ta journée? Ah là, j'ai hâte qu'on se retrouve. Et le khatan, il est votre khatan. Quelle joie de rentrer à la maison, de te retrouver, c'est extraordinaire, comme tu es belle. Et au bout de 10 ans de mariage, ouais, ça va? Ouais, j'ai pas le temps, ok, je t'ai laissé le truc, ok, je sors. Donc, monsieur le rabbin à la choupa fait son Dvar Torah, et il a bien raison. Il dit, quand est-ce qu'il y aura la joie, la voix des voix de joie dans la maison, tant que le mari parlera à sa femme comme un khatan, et tant que la kala parlera à son mari comme une kala. Qu'est-ce que ça veut dire un peu plus profondément que juste de savoir est-ce que chacun fait des voix mielleuses ou pas mielleuses? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on souhaite au couple? On souhaite au couple d'être capable. Ouais, exactement. J'ai dit, on m'a posé la question, est-ce qu'il y aura que des couples ce soir? J'ai dit si ma femme me fait l'honneur de venir, il y aura déjà un couple. Donc voilà. Alors, super. Donc, alors, bah, c'est bien, on est pas tombé. Donc, on est à la chose suivante. Qu'est-ce qu'on souhaite au Khatan et à Kala le soir sous la roupa? On leur souhaite que le regard qu'ils portent l'un sur l'autre, la dynamique qu'ils ont sous la roupa, qu'ils puissent garder cette dynamique au cours de leur vie de couple. Au fond, on leur dit la chose suivante, vous voulez avoir un couple qui dure, c'est au fond très facile, il suffit de toujours garder les fondamentaux qui créent le couple. Et quels sont ces fondamentaux qui créent le couple? Cette volonté de venir s'unir. Tant que cette dynamique d'union restera la vôtre au cours de votre vie de couple, eh bien le couple continuera à vivre, malgré les difficultés. Malgré des moments où ce ne sera pas forcément toujours sympathique. J'aime bien mon fils. Mais malgré tout cela, vu que le fondamental du couple reste là, le couple existe. Et le couple se maintient. Donc au fond, c'est très simple. Un couple qui dure. Un couple qui dure, c'est un khatan et une kala. Pas pour dire... De la façon qu'un khatan et une kala, toujours... après, on va rentrer un peu dans les détails, mais... Évidemment que tu peux pas passer... Quand tu es le soir de ta choupa, bah c'est facile que tu parles des cadeaux et de la lune de miel, je sais pas de quoi tu parles, mais tu vas pas parler des factures et de l'école des enfants. D'accord? Ou alors vraiment, t'es un vrai lourd. D'accord? A priori, non. Et quand tu es marié, bah, il faut bien parler des factures. Il faut bien parler de l'école des enfants. Donc l'idée n'est pas de dire que tu dois toujours vivre dans quelque chose d'artificiel et de faux. Mais de dire qu'à travers ça, qu'est-ce qu'on est en train de... Quel est notre rapport? Donc au fond, cette relation, une relation se crée
qu'à partir du moment où j'accepte que je ne peux être épanoui qu'à travers l'autre. Dit le Rav Pinkus, c'est quelque chose de très fort et très joli. C'est dur, mais c'est pour dire, au fond, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on voit tellement de divorces? Pourquoi est-ce qu'on voit tellement de divorces? Parce que d'une certaine manière, on n'est pas prêt à se jeter dans le couple, à se jeter dans la relation. On n'est pas prêt à accepter cette dépendance vis-à-vis de l'autre. Au fond, on est dans le couple en disant, financièrement, je peux m'en sortir. Au niveau de mon cercle d'amis, je peux m'en sortir. Je me suis déjà créé une vie, je suis quelqu'un, indépendamment de l'autre. Ça marche, c'est super. Ça marche pas, j'ai de quoi me retourner. Mais du moment qu'on est dans cette dynamique-là, on refuse la dynamique de couple. Et donc le couple ne peut pas vraiment exister. Il disait le Rabben Chetrit, cette phrase, je peux exactement la cite très bien, mais c'est très joli, il dit 90% des couples qui divorcent n'ont jamais été mariés. Pour dire quoi? Pour dire qu'au fond, on n'est jamais rentré dans cette dynamique qui s'appelle une dynamique d'union, une dynamique de couple. Je suis la moitié d'un tout qui s'appelle le couple. Un couple, ce sont deux personnes qui acceptent d'être les moitiés de quelque chose de plus grand qui s'appelle le couple. Ça s'appelle un couple. Du moment qu'on sort de ce regard-là, le couple, les fondamentaux du couple s'écroulent. Le couple implose. Vous savez, il y a écrit dans la Gemara, Sheker achen ve'evel ayofi. C'est un mensonge que la grâce est une. Je sais pas, j'ai du mal le mot en français. Hevel, quelque chose de sans importance, une vanité, merci, voilà, c'est le mot que je cherchais, une vanité que la beauté. Isha Yirat Hashem, Hitit Halal, une femme qui craint Hashem est digne de louange. On dit la Gemara, Sheker Achen, c'est un mensonge que la grâce, c'est la génération de Moshe Rabbeinu, qui s'appelle Dordéa. Cette grande a été une génération magnifique, mais ça, ce n'est rien par rapport à quoi Isha Yirat Hashem Hitit Halal, c'est la génération de Yehuda ben Elai, dans laquelle les gens étaient tellement pauvres qu'ils dormaient, je crois, à 6 sous une couverture. Pourquoi c'est tellement bien d'être pauvre et de dormir à 6 sous une couverture? Parce qu'écoutez bien, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire quelque chose comme ça, mais pour tenir assis sous une couverture, ce n'est possible que si chacun veut que les cinq autres soient couverts. Du moment qu'une personne veut être couverte, lui et pas les autres, il tire, et l'autre c'est pas un pigeon. Quand on tire la couverture, qu'est-ce que tu fais? Tu tires aussi. Et chacun tire dans son sens, à la fin, soit le plus fort est couvert et pas les autres, soit personne n'est couvert. Et personne peut dormir. Au fond, cette beauté d'union, c'est dans laquelle chaque personne comprend qu'il n'existe que dans la mesure où tout le monde existe dans cette relation. Alors le problème de ça, au fond c'est très facile. Maintenant je vous dis le secret, tout le monde peut rentrer à la maison et vous allez tous avoir des couples extraordinaires. Et moi y compris. Pourquoi c'est pas si facile? Ça fait longtemps que je n'ai pas cité ça. Mais il y a un livre extraordinaire. Quand je dis il y a un livre extraordinaire, qu'est-ce que je vais citer, Shira? Pardon. Un livre extraordinaire s'appelle le Messilat Yesharim. Le Messilat Yesharim, c'est un livre écrit par un Rav extraordinaire comme son livre, qui s'appelle le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Il est enterré à Tibériade à côté du Rambam, ceux qui veulent, qui est sûrement dans le top 5 des plus grands génies des 500 dernières années. D'accord? Un génie extraordinaire, qui n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie, qui est venu dans une période un peu difficile du peuple juif, qui est après la période de Shabtai Tzvi, pour ceux qui connaissent l'histoire, qui était un faux prophète. Et lui, ce Ramchal, très jeune, il a commencé à étudier la Kabbalah. C'est un génie extraordinaire. Mais comme il est venu après une période difficile, où on avait peur de tout ce qui était mystique, on a commencé à brûler ses livres. Et ils l'ont interdit d'écrire. Il était à Venise, après il s'est retrouvé à Amsterdam. Mais, quoi qu'il en soit, il était très limité dans sa possibilité d'écrire des livres, et sûrement pas des livres de Kabbalah. Il avait une connaissance de la profondeur du monde extraordinaire. Il a écrit plusieurs livres, dont un livre qui est son chef-d'œuvre, qui s'appelle le Messilat Yesharim, qui est a priori un livre de morale, qui dit des choses a priori très simples, mais qui en fait est le concentré de toute sa connaissance mystique et la compréhension de la fonction du monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est d'étudier l'introduction de ce livre.
Parce que là, la première phrase d'introduction de ce livre est à la fois la phrase la plus géniale de toutes les introductions des livres qui ont été écrits de toujours, de tout le temps, mais à la fois la pire phrase d'introduction imaginable pour un livre. Je vous l'ai dit, vous m'excusez si ce n'est pas les mots exacts. Omer Amechaber, Amar Amechaber, l'auteur a dit Achibour Azé, ce livre, L'Ochibartiv, l'Elamel Ibn Adam, je ne l'ai pas écrit pour enseigner aux gens, et Asher Loïdoa Laem Gva. Je ne l'ai pas écrit pour enseigner aux gens ce qu'ils ne savent pas déjà. Alors là, normalement, ce que tu fais, tu essaies de voir si ton argent est encore dans les mains du vendeur, tu fais hop, excusez-moi, je me suis trompé. Et tu prends l'entier. Je comprends pas. Je ne vais pas acheter un livre entier, je ne vais pas aller me fatiguer à lire un livre entier pour lire uniquement des choses que je sais déjà. Après, si je lis un livre, c'est pour apprendre des choses. J'ai un truc simple. Si je sais tout ce qu'il y a dedans, j'ai pas besoin de le lire. Et en plus, je comprends pas. En face de moi, j'ai le Ramchal qui écrit un livre. J'ai un génie qui, tu comprends, il connaît rien que moi je connais pas, qui peut peut-être m'apprendre. Et il met une deuxième couche, et il continue. Non seulement tu le sais, mais tout le monde le sait. Et c'est une évidence aux yeux de tout le monde, et personne n'a le moindre doute sur quoi que ce soit que j'ai écrit dans le livre. Voilà, vraiment, merci beaucoup monsieur, c'était très intéressant. Merci beaucoup, c'est du vol. Personne n'a le moindre doute. Alors, pourquoi tu m'écris un livre? Pourquoi un génie va écrire un livre pour ne pas des choses auxquelles tout le monde est au courant? Écoutez bien, c'est cette phrase qui est extraordinaire. Et là, chez les filles Rov Pirsouman, que proportionnellement, alors Rov Pirsouman au fait à quel point tout le monde est au courant. J'ai du mal, excusez-moi, à traduire dans les mots. Et proportionnellement au fait que leur vérité est évidente pour tous. Alors proportionnellement à cela, car à Elem Mehed Mehem Matsui Meod. Proportionnellement à leur évidence, alors le Elem, et je vais expliquer c'est quoi Elem, est présent. C'est quoi l'Eit Alem? Alors j'ai toujours du mal et je cherche toujours le bon mot en français. Je crois qu'il n'y a pas de mot en français. On va dire toujours, on va me proposer des mots. Il n'y a pas. Pour moi, l'Eit Alem, je vous dis c'est quoi? C'est mon téléphone. Quand je reçois un coup de fil et que je veux pas me relationner à ce coup de fil, qu'est-ce qu'il me dit? L'Eit Alem. C'est-à-dire que le coup de fil est toujours là, mais il lui dit genre arrête de sonner, ne fais plus attention à ça. L'Eit Alem, s'il y a quelque chose qui est là, je fais comme si ça n'était pas. Si quelqu'un a quelque chose, on dit ignorer en français, d'accord? Mais pas ignorer dans le sens que je ne sais pas, c'est quelque chose de. L'Eit Alem, c'est je me fais être un ignorant de cette chose-là. D'accord? J'occulte. Qu'est-ce que dit Messias Sharim? Il dit la chose suivante. Plus quelque chose est évident pour toi, moins tu as tendance à le vivre. Je vous explique. Prenons un exemple. Un bon juif, tunisien, bonne famille, viens, fais ça aller en Israël. Si quelqu'un peut l'ouvrir, ce serait super. Ah, c'est Shamir. Fais ça aller en Israël. Sa maman l'a appelé déjà 38 fois aujourd'hui pour lui demander comment ça va, comment ça se passe. Je m'inquiète, t'es sûr, il fait chaud, j'ai entendu, j'ai vu les informations, etc. 39e fois, 39e fois, la mère appelle, encore elle dit oui, je m'inquiète parce que j'ai senti que la dernière fois. Et là, le fils, qu'est-ce qu'il dit? Maman, j'ai pas le temps, j'en ai marre, bye. Et il raccroche. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait une interview, télé-réalité, on interview ce monsieur. Dit monsieur, oui, bonjour, qui êtes-vous? C'est la télé, j'ai une question à vous poser. Vous venez de parler à votre maman là? Oui, oui, c'est bien ma mère. Ah, voilà, je voulais vous poser la question, pourquoi est-ce que vous détestez votre mère? Je dis, mais vous êtes malade, je déteste pas ma mère. Ah, excusez-moi, je suis désolé, je vous ai vu comme ça parce que je vous ai vu parler comme ça à votre mère, je me suis dit que ça a dû lui faire de la peine. Elle a dû être un peu angoissée comme ça. Elle dit, ah non, mais ma mère, tu peux pas déjà, c'est une angoissée. Alors si en plus je réponds comme ça, elle doit être déjà en train de regarder les billets d'avion pour venir tout de suite parce qu'elle s'est dit si je répondu comme ça, c'est que ça va pas en ce moment et que elle est hyper mal, la mère. Ah, donc c'est bien ce que je pensais. Donc je voulais savoir pourquoi est-ce que vous la détestez. Mais je la déteste pas. Je la déteste pas. Ah merde, j'ai pas compris. Alors, si vous la détestez pas, pourquoi vous voulez lui faire du mal? Pourquoi vous voulez lui faire du mal? Il dit mais non mais
Ah, parce que ça lui fait pas. Ah, si, non, mais ça lui fait du mal. Alors, on pose la question à un bonhomme. Soit les schizophrènes, ok, dans ce cas-là, il faut faire une thérapie. Soit quoi? C'est-à-dire que, comment tu peux expliquer ça? Est-ce qu'il ment quand il dit qu'il aime sa mère? A priori, non, il aime vraiment sa mère. Est-ce qu'il ment quand il dit qu'il sait que quand il lui raccroche la figure, ça lui fait de la peine? Non. Alors, comment les deux vont ensemble? Je comprends pas. D'un côté, il dit il faut pas faire du mal à ses parents. D'un côté, il dit ce que je fais fait du mal à mes parents. Et je fais les deux en même temps. Et comment ça marche? Comment ça marche quelque chose pareil? Ça, c'est ce qu'on appelle l'it alem. C'est-à-dire quoi? Je sais quelque chose A, je fais le contraire B, et je vois pas de contradiction. Comment c'est possible? Écoutez-moi bien les amis. Nous dit le Messiah Técharim, ça, c'est le cœur de toute la vie d'une personne. Pourquoi? Parce qu'on ne fait que faire le contraire de ce en quoi on croit toute la journée. Pourquoi? Parce que moi, pour ma part, je me connais un petit peu, mais je pense qu'aucun d'entre nous ici n'est un concept. Nous ne sommes pas des concepts. Nous sommes des vrais gens. Si je te pince, tu dis pas conceptuellement, il y a la douleur. Bon, tu dis aïe. D'accord? C'est pas un concept. Prenons un autre concept. Il faut être. Est-ce que tout le monde est d'accord ici qu'il faut être quelqu'un d'honnête? A priori, personne ici dit non, moi je pense qu'il faut être quelqu'un de pas honnête. Et je pense que c'est pas juste parce que ça ne le fait pas de dire qu'on pense qu'on fait des voleurs. Vraiment, on pense qu'il faut être honnête dans la vie. Est-ce qu'il y a des gens dont le métier est de prendre le téléphone et d'arnaquer des gens au téléphone? Oui, vous avez déjà entendu? Il y a dans certains pays, il y a des gens qui font ça. Ok. Si on demande à ces gens-là, qui toute la journée viennent de passer 8 heures à arnaquer des gens au téléphone, si on leur pose la question, on leur dit est-ce que vous pensez qu'il faut être honnête dans la vie? Est-ce que vous pensez qu'il y a une personne qui va vous dire ah non, moi je pense que la vie c'est un combat, il faut être un loup, tant pis, tout ce que tu peux voler, vole. Il y a peut-être 1 sur 1000 qui va te dire ça, mais je pense que la très grande majorité des gens, il va dire non, il faut être honnête, bien sûr il faut être honnête. Donc je comprends pas, comment ça marche? Et il pense vraiment qu'il faut être honnête. Il arnaque des gens, toute la journée, il pense vraiment qu'il faut être honnête, et il voit pas de problème dans sa vie. Il va avoir un psy pour régler ses problèmes de doublement de personnalité. Pourquoi? Parce que il ne fait pas le lien entre ce qu'il fait au quotidien et le concept qui est un concept général. Nous dit le Messiah Técharim, je pourrais t'apprendre des choses, des secrets, comment le monde a été créé, je peux tout apprendre. Mais au fond, le problème numéro 1 des personnes, des gens, c'est pas qu'ils ne savent pas des choses. On sait tous très bien tous les fondamentaux de la vie, tous les fondamentaux du couple, on les connaît. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de vivre ce en quoi on croit. On y croit tous, mais on n'est pas capable de le vivre. Et il dit quelque chose encore plus fort, le Messiah Técharim. Plus cette croyance, ce concept est fondamental pour toi, donc plus il est évident, plus il est innégociable, c'est quelque chose de, c'est dur comme fer, moins tu vas avoir tendance à le vivre. Pourquoi? Parce qu'au fond, si par exemple, je pose une question, il y a quelqu'un qui a pris un boulot je donne un exemple, fusion-acquisition. Vous savez ce quoi fusion-acquisition? C'est des boulots où on bosse comme un taré. Enfin, j'étais passé à un entretien pour un boulot de fusion-acquisition à Paris. J'ai vu comme ça, j'ai envie de voir c'est quoi, je vais voir le bonhomme. Et on parle, on discute, il me dit écoute, sache que c'est un boulot très dur. Hein. C'est vraiment très dur. On bosse comme des malades jusqu'au soir. Et ah d'accord, très bien. Bon. Et sache que bon, c'est pas très sympathique, c'est-à-dire que tu dois vérifier les virgules, etc. C'est vraiment un boulot de détail, etc. Ah, très bien. Bon, et tu sais, il n'y a pas vraiment de vie personnelle autour du boulot. Et j'attends le moment où il va me dire, mais comme ça. Et je vois le bonhomme, je suis en entretien, j'ai 21 ans, je suis venu comme ça en entretien, il y a un monsieur, et je vois se décomposer devant moi en train de genre, je vais lui taper dans le dos, ça va aller, ça va passer. Donc il me dit que tout est difficile. Quelqu'un qui fait un boulot très difficile comme ça, tous les matins, il se dit, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Et après il se dit, écoute, tu sais quoi, c'est difficile, mais si je fais ça 5 ans, 6 ans, après je vais pouvoir aller dans n'importe quelle boîte, je vais très bien gagner ma vie, et je vais pouvoir faire plein de choses. Et tous les matins, il dit allez,
Je sais pourquoi je le fais. Donc, entre une certaine manière, tous les matins, il reprend la décision de rechoisir ce boulot. Si quelqu'un a un bon boulot, il a pris un boulot et ça tourne. Il n'y a rien qui coince. Tu vois la question pourquoi tu choisis ce boulot? Il ne sait même plus pourquoi il choisit ce boulot. C'est que moins tu es sûr d'une chose, plus tu as tendance à réfléchir, et c'est conscient, c'est présent dans ta tête que tu as fait un choix proactif de ça. Parce que c'est pas évident. Mais quand tu es sûr, tu ne vas pas réfléchir. Tu ne te réveilles pas tous les matins en disant est-ce que j'aime mes parents? Est-ce que je crois en Dieu? Donc c'est tellement évident pour toi que tu crois en Dieu que Dieu reste un concept dans les nuages et que tu ne le vis pas. Demandez à n'importe quel mari est-ce que tu aimes ta femme? Il va te dire mais tu veux que tu veux qu'on se frappe ou c'est quoi cette question? C'est ma femme, c'est quoi cette question? Est-ce que tu aimes ta femme? C'est tellement évident pour un mari que par définition un mari aime sa femme et que lui aime sa femme qu'il ne s'arrête pas pour dire mais est-ce que vraiment je l'aime ma femme? Heureusement qu'il ne se réveille pas tous les matins en disant est-ce que j'aime ma femme? Mais comme il ne se réveille pas tous les matins en disant est-ce que j'aime ma femme, il ne vit pas l'amour qu'il a pour sa femme. Comme il ne se réveille pas tous les matins en disant est-ce que un couple c'est de faire partie de l'humanité d'un tout, etc. Au fond, il peut faire tout le contraire. Et écoutez bien, c'est quoi faire tout le contraire? Pour bien prendre conscience. Et c'est ça tout le secret. Je vous dis vraiment, ça c'est des choses que je dis quand je fais les formations au Khatanim. Mais c'est vraiment c'est le secret d'un couple. Donc vraiment, retenez bien ces leçons. Prenons un exemple. Excusez-moi, je sais pas. Voilà. Je prends l'exemple, excusez-moi mesdemoiselles, dans l'exemple, parce que j'ai l'habitude de raconter ça pour les garçons, mais évidemment, vous pouvez faire l'autre côté, d'accord? Prenons un exemple. Donc je fais gros sabot stéréotype, vous m'excuserez, évidemment que c'est une histoire, toute ressemblance avec des faits réels ne serait que fortuite. Il y a un mariage ce soir. Il y a un mariage. À 20h. Madame dit à son mari, il a rien demandé, ouais, t'es toujours en retard, j'en ai marre, je veux pas être en retard, tu me fais toujours honte qu'on arrive en retard au mariage, ça, je vais arriver à l'heure alors que pas, soit à la maison à 3h. Alors moi j'ai à 20h. Bon, justement, il a fait un cours sur de Shalom Bayit, il dit, bon, écoute, tu sais quoi, il prend son après-midi, il dit, je vais arriver à 3h à la maison, tranquille, c'est important, ma femme, je comprends. Il prend son après-midi, il arrive à 3h à la maison, en ayant posé son après-midi, il rentre chez lui, à 3h moins quart, et il s'attend à voir sa femme, prête, habillée, etc., tout ce qu'il veut pour sortir. Et là, sa femme, il n'y avait même pas une idée que peut-être elle était là au téléphone, en train de trucs, complètement. Bon, il dit rien, il s'assoit, il prend un livre, il attend. 1 heure plus tard, ah, il faut aller au mariage, elle commence à se préparer. 3 quarts d'heure plus tard, elle sort de la douche. Ah là là, j'ai rien à me mettre. Etc. Elle lui amène une robe. Alors qu'est-ce que tu en penses? Elle est très bien. Ah, mais de toute façon, je sais que tu l'aimes pas. Elle rentre. Bon, comprend pas toujours ce qui se passe. J'ai rien à mettre, il comprend pas. Il voit 30 robes devant lui. Il comprend pas comment elle peut avoir rien à mettre. Mais tu peux mettre ça ou ça ou ça ou ça. Comment elle a rien à mettre? Et de toute façon, bon, il dit rien. Sadique. Il se tait, il écoute. Okay. Finalement, il est arrivé quand même à 3h moins quart. 7h10. Madame est prête à partir. Viens, on se dépêche, on est en retard, tu nous mets en retard, etc. On va être en retard, j'en ai marre. Il va dans la voiture, il commence par aller au mariage. Elle a dit, non, laisse tomber, j'ai un meilleur chemin. Ma copine, elle m'a dit, on va passer par là, par là, par là. Très bien, à droite, à gauche. 3 quarts d'heure plus tard, il reçoit son téléphone, un texto. Bienvenue en Jordanie. Waze ne sait même plus où ils sont. Et là, il dit, bon. Fait demi-tour. Il est déjà 8h10. Ils vont arriver avec 1 heure de retard. Lui, il arrive à 3h moins quart. Et il s'est fait allumer toute l'après-midi. Et là, monsieur, il jubile. Il a attendu ce moment toute la journée. Et là, il cherche comment je vais avec quoi je vais la décapiter. Et là, il choisit son pic le plus fin. Il fait juste comme ça, un pic-tac. Et il dit, je sais pas. Je suis vraiment désolé qu'on soit en retard. Heureusement que je suis arrivé tôt. Et il se tait. Hop, interview caméra.
Oui, monsieur, je voudrais savoir. Oui, je suis en train de faire une interview sur les hommes qui détestent leur femme. Ah, vous êtes malade, c'est pas ma femme. Ah oui, non, excuse-moi, je suis désolé, je pensais à cause de ça. Oui, excuse-moi, comment est-ce que vous pensez que votre femme se sent là tout de suite? Alors là, elle doit être dépitée. Vous pensez que vous avez passé une bonne soirée? Ah non, ouais, la soirée elle est morte de toute façon, mais bon, au moins je me suis fait un kiff. D'accord? Ah, mais donc parce que vous détestez votre femme. Mais vous êtes fou, je déteste pas ma femme. Mais je comprends pas. Quand vous lui avez dit cette phrase, ça lui a fait mal? Ah bah ouais. Personne n'aime entendre qu'il est nul. Elle sait très bien que c'est ta faute. C'est elle qui a dû prendre le chemin. Mais toi, t'es. Tu tournes un peu le couteau. Oui, mais tu comprends après tout ce qu'elle m'a fait, elle a exagéré, c'est ta faute. Et là, écoutez bien ça. Pose une question. Vous allez me dire comment, s'il y a des médecins dans l'assemblée, comment ça s'appelle. Monsieur, madame, quelqu'un est en train de prendre un clou. Met le clou et commence à planter le clou. Et là, comme ça arrive parfois, tac, tu mets un coup de marteau sur le doigt. Et là, fou de rage, avec la main gauche, attrape le marteau, là, et commence à frapper sur la main droite. Comment s'appelle un monsieur qui ferait ça? Un fou allié. Un malade. Là, tu dis, pourquoi t'avais ça? Mais c'est la main droite, elle a commencé, moi j'ai rien demandé, je suis en train de poser les trucs, je lui ai aidé, elle m'a frappé. Est-ce que c'est vrai que c'est la main droite qui a commencé? C'est vrai. Sauf que pourquoi c'est pas vrai? Parce qu'il n'y a pas de main droite et de main gauche. La main droite et la main gauche, c'est quoi? C'est une partie de moi. Même si c'est vraiment la faute de la main droite et que la main gauche n'a rien fait. Au moment où la main gauche va donner un coup sur la main droite, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'elle en a gagné? Rien, je me suis fait encore plus mal. Écoutez bien parce que c'est très important, je dis quelque chose de tellement stupide, mais on le fait toute la journée, donc écoutez bien juste ça. Parce que souvent, on va voir un mari qui va s'énerver sur sa femme. Il va dire, mais pourquoi tu lui cries dessus? Mais tu comprends, elle fait ça, et 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 ça. Tu as raison, tout est de sa faute. Tu as raison, tout. Même disons que tout ce que tu dis, tu as raison. Mais même si la main gauche a 100% raison que tout est la faute de la main droite, est-ce que ça a du sens de taper sur la main droite? Non, ça va être un fou. Ça n'a de sens de venir faire un pic ou faire du mal à l'autre que si l'autre c'est l'autre et moi c'est moi. Si l'autre c'est moi, quels que soient les justificatifs que tu m'as donnés, ça ne peut avoir absolument aucun sens de venir faire du mal à l'autre. Parce que quand tu dis qu'à l'autre, quand tu fais du mal à l'autre, à qui tu fais du mal? À toi. Donc au fond, au-delà du fait qu'ils vont passer une sale soirée ce couple, qu'est-ce qu'il est en train de dire le mari à sa femme quand il a fait cette remarque? Toi, c'est toi, et moi, c'est moi. Et si toi, c'est toi et moi, c'est moi, le couple, il est où? Il n'y a pas de couple. Mais comme elle arrive en retard quand le mari lui a proposé de faire l'autre, c'est de sa faute aussi. C'est pas une question de faute. Pas une question de faute. Le couple, il est aussi dans le même sac à ce moment-là. D'accord. Sauf que, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça arrive. C'est ça, c'est pour ça que j'essaie de faire la différence qui existe. La différence qui existe, encore une fois, attention. Pas dans un couple, il peut jamais y avoir des discussions qu'il faut avoir, des choses à discuter, des choses à arranger. D'accord? Dans un couple, il y a une mitzvah de faire des remontrances. Et le but d'une remontrance, c'est de, en français, remonter. Quand tu fais une remontrance, c'est que tu veux venir réparer quelque chose, arranger quelque chose. Quand tu fais un pic, le pic c'est de piquer et de casser. C'est pour remonter. Il peut y avoir des comportements qui ne sont pas à leur place dans un couple. Et ça arrive. Et je ne suis pas conscient. Et je n'ai pas fait attention. Mais il y a des choses qui expriment à 100% le fait qu'au fond, je n'ai pas une vision de nous deux comme la partie d'un tout. À chaque fois que ce genre de comportement va être dans le couple, je suis en train d'ancrer toi c'est toi, moi c'est moi. Toi c'est toi, moi c'est moi. Parce qu'écoutez bien, tout à l'heure on avait eu l'expérience de 6 ou 7, je ne sais plus malheureusement dans Agmara, qui dorment sous une couverture. Non, 2 personnes qui dorment sous une couverture. On a dit s'il y en a un qui tire vers lui,
L'autre, c'est pas un pigeon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la couverture, et il va tirer, et les deux se tournent le dos en essayant de tirer le plus fort possible. Mais si l'autre, quand il s'est découvert, tu viens et tu le recouvres, il faut que l'autre soit vachement un sale type pour en profiter et tirer de la couverture. Au fond, le socle sur lequel le couple tient, c'est le positionnement que les deux protagonistes vont avoir l'un vis-à-vis de l'autre. Est-ce qu'on a une vision de notre rapport qui est une vision, nous sommes dépendants de l'autre, nous sommes les parties d'un tout. Nous avons une vision de dire, on n'a pas envie de faire partie d'un tout. Il y a moi, et toi, c'est toi. Et ça, c'est vrai pour tout. Une fois, il y a un jeune marié qui me commence une question, il me dit, oui, qu'est-ce qu'on doit faire quand on veut arriver à convaincre sa femme parce qu'elle a tort et qu'il faut qu'elle... Je comprends pas, attends. Pourquoi tu pars du principe dans une conversation que tu dois convaincre ta femme de quelque chose? Tu ne vas pas convaincre ta femme de quelque chose. Tu ne vas pas épouser parce que c'était la dernière des bêtes. Donc a priori, elle aussi, elle a une vision, elle a un regard sur les choses. Donc pourquoi tu pars du principe que toi tu vas arriver à un objectif A et elle a un objectif B et ça va être la guerre? Donc moi c'est moi, toi c'est toi. Non. Nous devons tous les deux venir prendre une décision commune pour ce qui s'appelle notre couple. Dans lequel on va aller après ensemble. Mais si déjà tu pars dans la discussion, et c'est des choses bêtes, on va choisir où on part en vacances, et que tout le monde est en train de chercher des arguments pour que elle veut voir sa mère et lui il veut aller voir ses copains, et que chacun est en train d'essayer de convaincre l'autre, tu es en train d'exprimer à l'autre, je ne veux pas être un couple avec toi. Tout de suite maintenant tu me déranges. Je voudrais que tu m'accompagnes là où je veux, mais tu me déranges à devoir me traîner ailleurs. Et quand je signifie encore une fois, toi c'est toi, moi c'est moi, eh bien je suis en train encore une fois de briser le couple. Alors c'est quoi la solution à ça? Quand on parle un peu de faute. Quand l'autre vient et t'attaque. Quand l'autre te dit, toi c'est toi, moi c'est moi. Ouais, de toute façon t'es qu'un clown. T'es qu'un raté, t'es qu'un moins que rien. D'accord? Alors deux possibilités. Soit, enfin je sais pas excuse-moi, je fais pas bien les disputes de couple. Ouais, moi je suis un nul, bah toi t'es encore plus nul. Ok, tu t'es pas vu. Excuse-moi, je sais pas comment ça marche. Et là, qu'est-ce que tu dis? Toi, elle t'a dit, toi c'est toi, moi c'est moi. Ah ouais, bah tu vois, bah, toi t'es encore plus nul et moi je suis génial et chacun essaie de. On se sépare, clac. Et ça casse. Ou alors, toi, si on t'es qu'à moins que rien. Mazel Tov. Quoi? Qu'est-ce qui se passe pour Mazel Tov? Attends, tu en train de suivre, tu me dis Mazel Tov? Ah ouais, je te dis Mazel Tov parce que bah, Mazel Tov, parce que t'es marié avec un moins que rien. Donc si moi avec un moins que rien, bah Mazel Tov, c'est génial. Tu dois te sentir bien d'être marié avec un nul. Ah, non, excuse-moi, je voulais dire, mais tu comprends, etc. Ça m'a fait de la peine, quoi. De prendre conscience de quoi? Si l'autre dit toi c'est toi, moi c'est moi, dire attends, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Si on a un problème à régler, on le règle. S'il y a une discussion à avoir, on l'a. S'il y a des sentiments à exprimer, on les exprime. Mais quand tu me dis que toi t'es nul, c'est ça que tu veux? Qu'est-ce qu'on veut faire? On a un problème de couple et qu'on essaie de résoudre notre couple? Ou tu veux te construire sur moi indépendamment de moi? Parce que si toi c'est toi, et si toi et moi on est partis d'un tout, ça n'a absolument aucun sens de dire que je suis un nul, parce que plus moi je suis un nul, plus toi t'es la moitié d'un nul. Et donc t'es nul. Donc quand tu me tires dessus, tu tires sur toi. C'est ça que tu veux? Ah non, non, c'est pas ça que je veux, excuse-moi. Et une fois qu'on a décidé ça, les problèmes ils se règlent. Ils se discutent. On construit. Mais on sait ce qu'on est venu faire. Alors écoutez bien. Et on a posé deux questions. On a posé trois questions d'abord, donc la génération du déluge. La génération du déluge, ils étaient à un moment où ils étaient incapables de créer des relations avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans une dimension, ils se volaient les uns les autres. Ils ne donnaient pas la possibilité à l'autre d'exister. Je veux t'enlever pour moi grossir. Si je veux t'enlever pour grossir, je ne suis pas dans une relation dans laquelle je suis capable de créer une relation. On a expliqué la semaine dernière pourquoi Caïn va arriver à tuer son frère Abel, parce que Caïn, sa vision du monde, c'est je ne veux pas je ne veux pas absorber des autres. Il a amené du lin. Du lin, s'il n'absorbe pas, il ne veut pas absorber. Ta remise en question me dérange, je veux t'annuler.
Et là, on coupe. Qu'est-ce que va faire Hachem pour s'assurer d'une relation de couple une relation qui va durer? Il va faire deux choses. Il va prendre Noir, il va l'emmener dans une arche avec les animaux. Pendant tout le temps où il est dans l'arche, qu'est-ce qu'il fait Noir toute la journée? Il donne à manger à lui, à lui, à lui. Il donne, il donne, il donne, il donne, il donne, il donne. Il fait que donner. Pourquoi? Parce que la base de vouloir faire exister l'autre, c'est de lui donner. Vous savez, il y a une mitzvah dans la Torah, Ve'ahavta le'recha kamocha. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il y a une question dans la Gemara, est-ce que c'est possible d'aimer l'autre comme soi-même? Et il y a un avis qui dit c'est possible uniquement dans un couple. Pourquoi? Parce que l'autre c'est toi-même. C'est une partie de toi-même. Donc tu peux aimer l'autre comme toi-même. Mais au fond, c'est dans le don. Quand je donne, j'exprime que, au contraire, je veux que l'autre existe pour exister. C'est ça qui me fait exister, c'est de donner. Plus je donne, plus ce qui nous fait être nous deux est grand. Donc, plus on se construit. Donc Noah doit apprendre à être dans cette dynamique de don, de se sentir exister en faisant exister l'autre. Et là, Dieu va faire une alliance, va mettre l'arc-en-ciel. C'est quoi l'arc-en-ciel? C'est un arc. Un arc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec un arc? On tire des flèches. Donc a priori, le cours de dimanche, merci Esther d'avoir tenu jusqu'à la fin, mais c'était très proche de ce qu'on a dit la dernière fois. A priori, on dirait c'est quoi le signe c'est quoi le signe de l'arc? C'est de dire attention les copains. Donc tu dis Dieu, à chaque fois que vous allez faire des bêtises, je vais mettre l'arc-en-ciel, comme ça va se calmer et on va régler les problèmes. D'ailleurs, c'est pour ça que vous savez qu'on ne doit pas regarder un arc-en-ciel. On ne doit pas observer un arc-en-ciel et dire waouh, c'est beau. Parce que chaque fois qu'il y a l'arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'Hachem, Shalom, il est énervé contre nous et au lieu de nous détruire, il met l'arc-en-ciel. Maintenant, a priori, on dirait c'est quoi ce signe, ce symbole? C'est comme si quelqu'un, il avait l'habitude, on ne fait plus, pas aujourd'hui, mais dans les concepts, il a l'habitude de donner des coups à son fils. Et au bout d'un moment, il dit c'est dommage, pourquoi je le frappe? Je ne veux pas lui faire mal. Après, qu'est-ce que je vais faire? À chaque fois que son fils fait une bêtise, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la ceinture, il fait. Et le petit. Pas besoin de. J'ai compris. Donc c'est ça. Une fois, je vous envoie le déluge dessus. Maintenant, on vous envoie le déluge. Je vous mets l'arc, je dis attention. Et là, on se calme. Sauf que ça, si c'était comme ça, l'arc, il devrait dans quel sens? Comme ça. Attention, je vais vous tirer dessus. Mais là, l'arc, il pointe dans quel sens? Vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le moment où il va y voir que l'humanité a un comportement de dire Hachem, tu nous embêtes, on ne veut plus avoir de relation avec toi, on ne veut plus dans cette dynamique, ça ne nous intéresse pas, on veut vivre chacun pour soi. Hachem, il a dit si maintenant je veux moi aussi vous dire ah, vous voulez pas être avec moi, alors moi je veux pas être avec vous et on se fait la bagarre, on va à la perte, il n'y a plus de relation. Toi c'est toi, moi c'est moi. Mais si quand tu m'attaques, je te mets là, je me dis regarde, oh les copains, vous êtes en train de me tirer dessus. C'est ça que vous voulez? Réveillez-vous. Vous vous rendez compte que le comportement que vous êtes en train d'avoir, c'est quelque chose qui est destructeur pour la relation. Quand on prend conscience de ça, la relation peut perdurer. Au fond, le secret de cette alliance, c'est de prendre conscience que je dois vivre au quotidien une dynamique qui est une dynamique de je n'existe que par toi. J'existe parce que tu es là et sans toi. À l'instant où je sors de cette dynamique-là, je suis en train de détruire les fondamentaux de la relation. Et c'est ça en fait tout l'enjeu. Voilà, on a déjà fait 1h03. Mais les devoirs de la semaine. Ce que j'ai dit, c'est vrai pour la relation de couple, parce que c'est quelque chose de central dans une personne, mais c'est vrai dans la relation d'amitié, dans une autre dimension, la relation de travail, dans toutes les dimensions. Au fond, le couple n'est possible, la relation n'est possible quand je laisse de la place à l'autre. Si je suis en train d'utiliser l'autre pour être un prestataire de service, pour consommer, pour utiliser l'autre, au contraire, je ne suis pas en train de faire exister l'autre. Je suis en train, au contraire, comme si je prends une orange, je la presse, et après je jette ce qui reste. Je veux le jus et je jette la peau. Quand je suis dans une dimension de consommation de l'autre, je suis en train de dire, toi tu n'existes pas, tu n'es qu'un outil pour moi, moi j'existe. Et si pour exister ça va être à ton dépens, pourquoi pas? Mais je peux créer aucune relation comme ça. Une relation n'est possible qu'au moment où je dis, non mais j'existe en te faisant exister. Ça s'appelle une relation. Maintenant, l'enjeu, c'est d'être capable de mettre ces lunettes, les bonnes lunettes, et de
avant d'ouvrir la bouche, avant de savoir quel cadeau je vais offrir à mon conjoint, avant de savoir comment je vais dire bonjour quand je vais rentrer, avant de savoir comment je vais vivre ma relation avec l'autre, de prendre conscience que l'enjeu de ce que je suis en train de faire, c'est est-ce que je suis en train de m'exprimer comme quelqu'un qui est la moitié d'un tout et qui veut vivre comme tel et qui va s'épanouir dans l'épanouissement de l'autre, ou au contraire, je suis dans une relation de consommation et mon but c'est d'essayer de voir tout ce que je peux essayer de retirer l'autre pour mon bien-être personnel. Et encore une fois, là quand on en parle, c'est pas quelque chose d'évident. J'ai des choses, des choses, ok, d'accord, super. Mais tout l'enjeu de la vie d'une personne, c'est d'être capable de vivre ça dans tout. Avant de prendre une décision, avant de parler, avant de savoir comment tu rentres chez toi. Vous savez, un jour, malheureusement j'ai oublié le nom de ce rave. Un jour, il est comme ça avec un élève à lui, il rentrait chez lui, il montait l'escalier. Et avant de monter l'escalier, il s'arrête et il lui dit, attends, excuse-moi, tu peux me dire, est-ce que ma cravate elle est bien mise? Alors il n'avait jamais vu son rave, vous savez, avec un monsieur spirituel comme ça et qui s'intéresse à sa cravate, c'est un petit peu. Alors il dit non, ouais, c'est bon, elle est bien mise. Ah super, il dit non parce que c'est pas respectueux que quand je rentre chez moi, vis-à-vis de ma femme, ma cravate elle est pas droite. Ça veut dire. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi, qu'est-ce que je suis en train d'exprimer à l'autre? Si tu rentres chez toi et que tu es complètement débraillé, tu es en train d'exprimer, j'ai laissé la journée derrière moi et maintenant la journée est finie. Mais c'est quand tu rentres chez toi, tu te dis attends, regarde, je me suis apprêté pour toi parce que c'est important. Ton regard est important pour moi, donc tu es important pour moi. Tu es en train d'exprimer quelque chose de complètement différent. C'est ça l'enjeu du couple. C'est ce que quand je rentre chez moi le soir, je suis fatigué, je suis encore en train de prendre conscience que je vais rentrer avec quelqu'un qui a une dynamique de construction dans la partie d'un tout. Quand je vais réagir, quand je vais parler, quand je vais choisir quel cadeau offrir, quand je vais tout choisir, tout ce qu'on va faire. Plus une personne va être capable de vivre ça dans tous les moindres détails de sa vie, et le possible de façon la plus naturelle possible, plus le couple va se renforcer. Mais il faut bien prendre conscience qu'à chaque fois que je fais un pic, où j'aime de consommer l'autre, ou de me construire, ou mon plaisir, ou mon bien-être, ou mon sentiment d'existence, par la destruction ou l'amoindrissement de l'autre, non seulement c'est méchant, non seulement c'est pas sympa, non seulement moi-même j'empathie, mais surtout c'est le fondement même de la relation que je suis en train de complètement détruire. Alors, le travail de cette semaine, chacun à son niveau, pour ceux qui sont mariés, alors dans notre couple, pour ceux qui ne sont pas mariés, de prendre conscience que c'est ça un couple. Et si je peux me permettre un petit conseil, pour ceux qui vont devoir faire le choix d'un conjoint et d'une conjointe dans le futur. Au fond, on va regarder plein de choses, mais tu peux rester avec quelqu'un 5 ans, 10 ans, tu peux dire oui, mais je veux être sûr de moi, de mon coup, etc. Tu pourras jamais savoir tous les éléments de ce que fait une personne. Pourquoi? Parce que tu connais la personne dans un cadre A, mais tu ne peux pas savoir comment elle va dans un cadre B, C et D. Toujours, je dis comme ça aux jeunes qui se marient, ou qui vont rencontrer des filles, je leur dis écoute, mais tu vas rencontrer une jeune fille avec qui tu vas manger des glaces, la majorité de ta vie, tu vas pas la passer avec une jeune fille qui mange des glaces, une fois que tu seras marié avec elle. Tu vas la passer avec une mère de famille qui doit s'occuper des enfants. D'accord? Donc, comment tu peux savoir si elle mange bien, elle aime aussi le chocolat comme toi? Tu veux savoir si ça va être sympathique de choisir. Comment ça marche? De toute façon, tu peux pas te baser là-dessus pour choisir. Parce que ça marche pas. Même si tu veux, tu n'y arrives pas. Alors sur quoi? Est-ce qu'on est capable, est-ce que j'ai l'impression qu'on a les éléments pour être capable d'une dynamique dans laquelle je veux laisser de la place et faire exister l'autre? Est-ce que je suis capable d'écouter? Est-ce qu'il m'écoute quand je parle? Est-ce qu'il m'écoute quand je parle? Est-ce que j'ai l'impression qu'il a envie de donner? Est-ce que j'ai envie il a l'impression qu'il m'aide à m'épanouir et à exister? Est-ce qu'il me donne? Est-ce qu'il est dans la recherche de ce que j'ai envie de recevoir avant de vouloir donner? Ou il m'utilise pour pouvoir faire ce qu'il a envie de faire? Il m'utilise pour être avec quelqu'un, il m'utilise pour avoir quelqu'un à qui donner, mais au fond, il s'en fiche de ce que moi je veux recevoir. Ça, c'est un test extraordinaire pour savoir s'il y a des fondements qui sont là pour un couple. Une fois que ces fondements-là sont là, au fond, on est paré pour avancer, pour construire, et on est tout terrain. Donc, Bezat Hashem, que je l'ai déjà marié, il y a possibilité de renforcer les shalom dans le couple, que ceux qui ne sont pas mariés, il y a possibilité de se marier très vite, de construire des très beaux foyers, plein de shalom.